Le 4 avril 2020 à 9h15 précise, le silence matinal a été brutalement brisé par l'arrivée de 3 SUV noirs transportant des conseillers juridiques de haut rang et un dossier méticuleusement préparé. Une véritable bombe à retardement constitutionnel au sein de la famille royale. La princesse Anne venait de bannir légalement la reine Camilla du domaine de Sandringham. Elle avait orchestré ce blocage sans précédent, non pas comme une belle-sœur aigrie, mais en s'appuyant sur le pouvoir juridique posthume et contraignant de la défunte reine Élisabeth II. Au sommet du pouvoir, le véritable levier d'influence ne réside jamais chez la personne qui porte la couronne, mais chez celle qui en contrôle les moindres détails. Le déclencheur de cette crise grandissante était un projet de plusieurs millions de livres de rénovation initiés par la reine consort. Elle avait finalisé les plans d'architectes pour transformer l'aile ouest, si chargée d'histoire, en un siège mondial ultramoderne pour sa propre fondation royale. Les Cypriot entrepreneurs prêts à commencer la démolition ont rencontré une résistance féroce à la fois physique et juridique de la part des avocats de la princesse Anne. L'épicentre de ce violent conflit territorial se situe dans un endroit très précis, la pièce 102 appelée en interne la chambre bleue. Pour le public, c'est juste une pièce simplement décorée avec goût. Mais pour les membres du clan, c'est un sanctuaire profondément chargé d'histoire. C'est précisément dans cette pièce que la reine disparue a passé ses tout derniers instants de recueillement à examiner ses ultimes documents d'État. Pour la princesse Anne, l'idée de la vider de sa substance et de la transformer en un centre administratif vitré pour des attachés de presse était insupportable. Alors qu'un haut responsable sur le terrain a exigé de savoir sous quelle autorité les architectes n'avaient pas le droit d'intervenir, l'avocat principal d'Anne a répliqué fermement. Il a invoqué la loi sur les domaines privés royaux et les dispositions confidentielles du testament de la reine. Ce conflit de famille s'est instantanément transformé en une âpre bataille juridique. En portant ce différend devant les tribunaux, Anne a orchestré une manœuvre stratégique magistrale. Le roi Charles II ne pouvait pas simplement ordonner à sa sœur de reculer sans remettre en cause les fiducies légales qui protégeaient son immense fortune personnelle. La mise en demeure adressée au palais fixait un délai impératif au 21 avril 2026, jour du centenaire de la naissance de la reine Élisabeth II. Le palais n'avait que 16 jours pour répondre, sans quoi l'âme Isle à West se retrouverait complètement scellée par une injonction légale permanente. L'atmosphère à Buckingham Palace était en train de sombrer dans une paralysie étouffante. Camilla, informée de cette interdiction d'accès alors qu'elle se reposait à Clarence House, a réagi avec une fureur incrédule. Se voir interdire l'accès à la propriété privée de son propre mari par sa belle-sœur était une humiliation publique qu'elle n'avait jamais envisagée. C'était un rappel brutal que malgré sa couronne, elle ne contrôlait en rien l'histoire de sa lignée. Cette décision n'avait absolument rien d'une impulsion dictée par l'émotion. Elle marquait le glacial aboutissement d'une campagne menée dans l'ombre depuis 18 mois. Les premiers signes de tension sont apparus en septembre 2024 lorsque Camilla a discrètement suggéré de remercier le personnel dévoué de l'ancienne reine et de les remplacer par sa propre équipe administrative moderne. Anne est restée étrangement silencieuse face à cette proposition, mais 48 heures plus tard, elle ordonnait secrètement aux administrateurs principaux du domaine de lancer un examen approfondi des dossiers fiduciaires. Ces tensions ont dégénéré en confrontation directe le 15 décembre 2025. Au sein même de Clarence House, un violent clash a éclaté concernant la correspondance privée de la défunte. Camilla soutenait que ces lettres devaient être intégrées dans le nouveau système d'archives de l'administration. Anne, avec un calme glacial, a répliqué que ces documents appartenaient à l'histoire et non à un service de presse. Elle n'écoutait pas seulement sa belle-sœur, elle analysait déjà l'avenir du domaine. La situation a pris un tournant explosif quand des conservateurs de haut rang ont découvert
une anomalie provoquant un véritable séisme chez les avocats d'Anne. 3 bijoux inestimables, dont le diadème d'émeraude Vladimir Orné avait été discrètement réenregistré dans le registre numérique, passant de la collection souveraine permanente à un prêt personnel de longue durée spécialement destiné au cabinet royal. Rupture le 28 mars 2026. Camilla ordonne unilatéralement de changer les verrous de sécurité numérique de l'aile ouest, s'octroyant un accès sans surveillance. En 4 heures, l'équipe juridique d'Anne a saisi la haute cour en urgence. La reine consort s'est jetée dans un piège juridique qui l'attendait depuis bien longtemps. Les spécialistes de la Constitution évoquent discrètement ce mécanisme en 3 étapes conçu par Anne comme un bouclier de fer. Le premier était l'activation de la procuration. Elle agissait en sa qualité officielle et stricte de dirigeante suprême de domaine privé. En signant un acte juridique concernant ce secteur privé, elle s'exprimait au nom de la souveraine défunte par la voie juridique posthume et contraignante de celle-ci. Deuxième étape est la clause de déclenchement. Les titres de propriété contiennent une clause de sécurité stricte. Toute tentative unilatérale de modifier la structure physique ou le but premier d'espaces patrimoniaux comme la Chambre bleue entraîne automatiquement la suspension de toute activité. Les ordres de Camilla pour vider ces pièces ont déclenché sans le savoir une alarme juridique préétablie. La troisième étape est le pouvoir de décision ultime selon un mécanisme de conservation du patrimoine établi en 1952. La directive d'un administrateur du domaine l'emporte sur les décisions administratives du monarque régnant et de son épouse. L'autorité de Camilla lui permet de gérer la maison familiale, mais ne lui donne pas le pouvoir légal de contourner les dernières volontés de la précédente souveraine. Les conséquences concrètes sont tombées le 5 avril à midi pile. Un blackout numérique total a frappé le réseau des serveurs de Sandringham, tous les profils d'accès biométriques et les cartes RFID des architectes de Camilla ont été révoquées instantanément. Les scans rétiniens des sous-traitants ont été rejetés par le système de sécurité. Ils étaient pourtant sur le site de la résidence officielle, mais l'accès au bâtiment leur était désormais légalement interdit. Mais la guerre politique s'est intensifiée. La princesse royale a agressivement étendu son enquête sur le contenu même de la vie privée de sa mère. Lors de l'inventaire minutieux de l'aile ouest, une malle rouge en cuir fabriquée par la maison Wickabober a été déclarée disparue et ce n'était pas un simple bagage usé. Les archives confirment que cette boîte rouge sécurisée contenait les journaux intimes manuscrits de la défunte ainsi que sa correspondance confidentielle et inédite. L'équipe juridique d'Anne a officiellement exigé l'extraction complète des enregistrements de sécurité numérique et des vidéos brutes couvrant le couloir nord de Sandringham. Pour la nuit du 27 mars 2026, Anne aurait lancé à un proche de la reine consort une question cinglante qui a plongé l'Assemblée dans un silence de mort. Pensiez-vous vraiment que les caméras seraient beaucoup coupées pour vous? Le sombre soupçon qui alimente cette bataille juridique est que le cabinet de Camilla cherchait délibérément à subtiliser ou sécuriser les effets personnels les plus intimes de la défunte afin de préparer le terrain psychologique pour son propre règne. Dans le monde impitoyable des relations publiques royales, contrôler les vestiges du passé permet de contrôler le récit de l'avenir. Déplacer des biens détenus par une fiducie protégée sans l'accord exprès des administrateurs nommés constitue une grave violation de la loi. S'il est prouvé que Camilla a autorisé le retrait clandestin d'un manuscrit protégé par ce fonds, elle s'expose à une crise constitutionnelle majeure et inédite dans l'histoire moderne. Au cœur de cette tempête imminente, un roi fait face à une paralysie constitutionnelle totale. Retranché à Highgrove House, Charles n'a plus que 2 options catastrophiques. Il peut tenter de destituer officiellement sa sœur de son poste de dirigeante, ce qui lui garantirait une bataille juridique ultra médiatisée et profondément humiliante devant la haute cour portant un coup fatal à son règne.
soit il choisit de s'allier avec elle et d'exiger que Camilla renonce à ses prétentions sur l'aile de Sandringham. Ce faisant, il affaiblirait publiquement l'autorité de la reine consort, signalant à toute la maison royale que son pouvoir est subordonné à celui de la vieille impératrice. Un roi incapable de commander sa propre maison et un roi qui a perdu toute influence. L'ampleur de ce conflit grandissant se lit dans des chiffres bruts. Des fuites financières du palais révèlent que les frais de justice atteignent déjà 450 livres en seulement 7 jours de manœuvre à haut risque. Cette somme colossale provient directement les fonds personnels du roi pour payer des avocats spécialisés et des juristes immobiliers facturés à la minute. Chaque livre dépensé dans cette bataille destructrice est une perte pour les célébrations du centenaire. Une source proche du palais affirme que Charles a récemment déclaré lors d'une réunion téléphonique tendue « J'ai un tricks. Ne peut pas être le roi qui préside à l'expulsion publique de ma propre épouse, ni le frère qui trahit le repos éternel de ma mère. » Cette phrase simple et poignante révèle à quel point le monarque est piégé, alors que le calendrier égrène inexorablement les jours jusqu'à la date butoir du 20 avril. 3 scénarios extrêmement explosifs font l'objet de débats enflammés au sein de la cellule de crise du roi. Le premier, une guerre ouverte, implique qu'Anne publie un second dossier contenant des preuves d'utilisation non autorisée, des budgets d'entretien du domaine. Le second, un traitement glacial, transforme la Ellie West en une annexe de musée impersonnel où la reine est mise à l'écart et réduite au rôle de locataire sous haute surveillance. Cependant, le scénario le plus probable est une victoire écrasante pour la princesse Anne grâce au soutien discret mais décisif du prince de Galles. Des sources bien informées indiquent fort que le prince William s'est secrètement allié avec sa tante pour préserver l'héritage impeccable de sa grand-mère. Avec le futur héritier et la redoutable princesse royale côte à côte, la position de Camilla devient instantanément intenable. Si ce scénario se réalise, le monde assistera à la naissance discrète et impitoyable d'une double dynastie non officielle. Le roi Charles et la reine Camilla continueront de présider les cérémonies officielles et les dîners d'État. Mais la véritable âme de la monarchie les vastes, domaines privés, les archives hautement sensibles et tout l'héritage historique de la regrettée reine seront entièrement gérés par une nouvelle et puissante alliance formée par Anne et William. Ils deviendront en fait les très puissants et véritables gardiens occultes du patrimoine historique de la couronne. Mais avant d'atteindre cette échéance cruciale, un dernier détail explosif a été volontairement omis des documents déposés auprès de la cour par les avocats de la princesse Anne. Des indiscrétions indiquent que le symbole personnel du règne de 70 ans de la reine, sa bague de fiançailles de 3 carats, d'une pureté exceptionnelle tirée de la tiare de la princesse Alice et offerte par le prince, Philippe ne se trouve plus dans le coffre-fort sécurisé de Sandringham. La dernière signature numérique enregistrée pour accéder à ce coffre spécifique date de la nuit même où les serrures de l'aile ouest ont été forcées. De Turenne, plus un coursier extrêmement discret a voyagé directement depuis le domaine du Norfolk vers un coffre industriel anonyme situé au cœur de Londres. La question qui pourrait faire s'effondrer tout l'édifice du palais royal demain matin est aussi simple que dévastatrice, qui a donc autorisé le retrait clandestin de la bague de fiançailles et qui détient actuellement l'unique clé physique de ce coffre londonien. La bataille juridique autour de la chambre d'Es pourrait bien n'être qu'une joute verbale dans une lutte bien plus vaste et catastrophique pour le contrôle de l'héritage physique, historique et spirituel de la reine, Élisabeth Ier. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi avec nous cette analyse approfondie des Berghof, enjeux constitutionnels cachés auxquels fait face la famille royale. Pensez-vous que la princesse Anne ait le droit légal d'interdire à la reine d'entrer à Sandringham? Et selon vous, qui détient la clé de ce coffre londonien, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés de la royauté. Nous suivrons de près cette crise inédite jusqu'à l'échéance du 21 avril. Restez connectés.